Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne chaque jour dans la gestion de vos finances personnelles à 13 h sur Bismart. Au sommaire de cette édition, nous commencerons comme d'habitude avec patrimoine thématique. Un patrimoine thématique consacré comme tous les jeudis à l'investissement socialement responsable ou l'investissement durable, l'investissement à impact. Les définitions sont nombreuses. Nous recevrons donc Michèle Papalardeau, la nouvelle présidente du comité du label ISR, avec qui nous aborderons le changement récent de gouvernance du label, mais aussi les nouvelles directions du label pour la suite. Et puis dans Enjeux patrimoine, on enchaînera avec un sujet en lien avec le crédit immobilier et plus particulièrement le prêt à taux zéro qui a été prolongé jusqu'à fin 2023. Nous en parlerons avec Arnaud Groussac, le fondateur et président de Patrimoine Storm, et nous en parlerons également avec Sandrine Alonier, directrice des études de vousfinancer.com. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti. Patrimoine thématique en partenariat avec l'Anacofi. Et c'est parti pour patrimoine thématique, donc consacré comme tous les jeudis à l'investissement socialement responsable. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Michèle Papalardeau, la nouvelle présidente du comité du label ISR. Bonjour Michèle Papalardeau. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Donc vous avez pris la tête du comité donc du label ISR il y a maintenant 3 semaines environ. Juste pour rappeler un petit peu d'où vous venez, vous avez eu plusieurs vies, dont une dans l'écologie. Vous avez été directrice de cabinet de Nicolas Hulot lorsqu'il était ministre de la transition écologique. Vous avez été commissaire général au développement durable et présidente de l'ADEME. Aujourd'hui, vous êtes donc à la tête du comité du label ISR avec un changement complet de gouvernance au sein de ce label, et ce en lien avec notamment les critiques qui pouvaient être émises à l'encontre de ce label. Et alors, j'ai noté celle notamment d'un rapport de l'IGF qui estimait que l'ISR faisait à l'épargnant une promesse confuse. Je cite, il affiche une ambition d'impact social et environnemental, mais ses exigences fondées sur la notation ESG des émetteurs ne sauraient garantir un fléchage effectif des financements vers des activités relevant d'un modèle économique durable. Bon, c'est une critique assez dure. Qu'est-ce qui n'allait pas et qu'est-ce qui va changer? 2 questions, on pourrait les traiter en 2 heures. On a 10 minutes. Mais... Je pourrais vous renvoyer à la lecture du rapport. Oui, finalement, c'est pas si mal que ça. Non, mais je trouve qu'on a... Enfin, déjà, il faut soulever qu'on a fait les choses dans l'ordre. En 2016, on a créé un référentiel sur l'ISR. La France était plutôt pionnière sur le sujet, donc on s'est lancé, on va dire ça comme ça. Donc, et on a eu plutôt du succès, puisqu'il y a finalement à peu près 750 fonds aujourd'hui qui sont labellisés, 150 à peu près sociétés de gestion, et aussi, bon an, mal an, 600 milliards qui sont concernés par le sujet. Donc, voilà, on n'aurait pas d'argent et pas de fonds, on se dirait, oh là, ça va pas du tout. Bon, là, on en a beaucoup, et donc, on a fait ce qu'on fait en général pas si bien que ça. On a fait une évaluation au bout de 4-5 ans, parce que le rapport de l'IGF, c'est ça. Il a tout mis à plat, il a tout regardé. Il a regardé si ça correspondait finalement aux objectifs. Oui, c'est ça. Et puis 2016, 2021, il s'est passé des choses. Donc le contexte surtout a évolué. D'abord, on n'est plus tout seul, heureusement d'ailleurs. C'est mieux de faire l'exercice. Donc on peut se comparer. Donc les uns et les autres ont pris des voies un peu différentes. Avec le temps, il y a un certain nombre de choses qui ont évolué. Et donc, après ce rapport d'évaluation, on en a tiré des conséquences et on le met en œuvre. Voilà. Alors, on ne met pas en œuvre toutes ces recommandations, non, effectivement, à commencer d'ailleurs par la gouvernance elle-même, mais c'est des choix, les rapports. Moi, j'ai été à la Cour des comptes, donc voilà, on est content déjà quand le rapport est lu et utilisé. Après, on n'est pas forcé d'être suivi sur tous les points. Un comité restreint, voilà, vous, et très financier, et très financier, alors que nous, on est resté 13, 12 plus moi, la présidente, et c'est un comité qui est plutôt un comité des parties prenantes, en fait. Oui, c'est ça. Il y a très peu d'acteurs de la finance qui sont présents au sein de ce comité. Il n'y a qu'une seule personne. C'est un gros changement par rapport au précédent. C'est-à-dire que le précédent, c'était essentiellement des gestionnaires de fonds qui essayaient de créer le label avec leur technicité, etc. Là, on va continuer à être technique, vous inquiétez pas, mais là, on a un comité dans lequel il y a des investisseurs, des épargnants, quand même aussi, bien sûr, des gestionnaires de fonds, mais aussi
aussi des conseillers, c'est-à-dire ceux qui essayent de vendre ensuite Bien les sûr, fonds, c'est important. Et puis des académiciens, enfin des académiques, pardon, pas des académiciens, des académiques qui voient les choses avec un petit peu plus de recul, de manière à ce qu'on puisse vraiment, à chaque fois qu'on va faire évoluer le référentiel, puisque c'est ça l'objectif, Bien sûr. de l'adapter et de le faire évoluer, avoir l'avis de toutes les parties prenantes autour de la table et essayer de trouver les meilleures solutions pour le faire avancer. Et est-ce que du coup ça veut dire qu'il y aurait plus d'efficacité parce que ce ne serait pas les mêmes qui proposent les produits et qui les labellisent de l'autre côté ? A priori, efficacité, je ne sais pas, mais en tout cas une vision plus globale, plus large, dans laquelle... Vous l'avez dit, moi je ne suis pas une financière, c'est clair, tout le monde l'aura compris. Et donc on se met plutôt à la place, enfin pas que, mais aussi à la place de l'épargnant et de l'investisseur, selon qu'on est particulier ou pas, pour voir ce qu'il cherche et ce qu'on lui donne en fait avec le label. Est-ce qu'on est clair? Est-ce qu'on est lisible? Est-ce que la promesse, comme le disait le rapport, correspond à ce qu'on lui propose? Est-ce qu'on comprend bien en fait ce qu'on essaye de proposer et essayer d'avoir quelque chose de, disons, qui aura plus encore la confiance des épargnants et des investisseurs, puisqu'en matière de finance, là, je ne suis pas une financière, mais je comprends que la confiance, c'est important, et donc il faut absolument qu'il y ait la confiance. Justement, en matière de confiance, on y viendra après. Juste avant, là, aujourd'hui, donc, il y a le label ISR. En France, il y a également le label Finansol, le label Greenfin, et c'est sans parler du quatrième label qui est plus lié à l'épargne salariale. Ça, c'est que pour la France. Il y a des labels au niveau européen. Il y en a un certain nombre qui ont chacun leur spécificité, leurs promesses. Le label est censé clarifier finalement ce qui se passe quand on fait de l'investissement socialement responsable, d'ailleurs qu'on appelle également durable ou à impact, c'est des réalités différentes, mais bon, la volonté globale est quand même la même. Est-ce que ça ne vient pas complexifier le fait qu'il y ait autant de labels qui viennent labelliser autant de stratégies différentes? Bien sûr, mais ça c'est classique, surtout sur les sujets, alors là, avec ma vision environnement. Au début, on lance une idée, donc chacun se cherche, ça foisonne, ça fleurit, et puis après, il y a un moment où on essaye de mettre un peu plus d'ordre dans tout ça. Et ça je pense pourrait qu'on est arriver en dans France, cette par exemple ? période-là. En tout cas, de notre côté, on a cette intention, en tout cas, d'essayer de mettre de l'ordre déjà dans notre label et peut-être de voir avec les autres comment on pourrait proposer peut-être, je dis un bouquet de labels, c'est un côté très environnement aussi, mais qu'on soit capable d'expliquer à l'épargnant ou à l'investisseur la différence entre les labels. Parce qu'en fait, on en a plusieurs, mais ils ne font pas la même chose. Ils ne font pas la même chose, effectivement. Il y en a un du ministère de l'économie et des finances, l'autre du ministère de la transition écologique. C'est pas qu'il soit du ministère, c'est qu'est-ce qui vend. Le label Greenfield, il est beaucoup plus... Il est vraiment thématisé environnement et climat. Le label ISR a vocation à être très transversal et à couvrir tous les sujets. Finansol, lui, est effectivement solidaire, finance solidaire. Il est plus sur le S de ESG pour le coup. Oui. Voilà. Et puis celui sur l'épargne salariale, il est destiné à l'épargne salariale. Donc, voilà, vous voyez, ça, c'est pas forcément des choses qui se recoupent, ça dépend ce que veut faire l'investisseur ou l'épargnant. Et c'est ça qu'il faut qu'on lui explique. Si possible, qu'on lui simplifie la vie pour qu'il comprenne qu'il y a une base commune et ensuite qu'il puisse peut-être aller prendre le sujet qui l'intéresse particulièrement, s'il a un sujet qui l'intéresse particulièrement. Bon alors, sur l'investissement socialement responsable, il y a quand même déjà, on n'arrête plus les annonces sur le sujet. Là, COP26, en ce moment, les financiers ont pris la parole hier. Marc Carney, l'ancien gouverneur de la Banque d'Angleterre, qui nous explique que maintenant, il y a 450 établissements dans 45 pays qui sont prêts, qui sont capables de mobiliser 130 000 milliards de dollars d'actifs pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Donc on se dit c'est bon, la planète est sauvée. Puis il y a des scandales assez réguliers, il y a des WS, il y a BlackRock, on se rend compte qu'ils annoncent verdir plus qu'ils ne le font réellement. Et troisième paramètre de l'équation, on a sur ce plateau très régulièrement des professionnels de la finance qui nous disent investissez en ISR, ça ne rognera pas sur les rendements. Donc on se dit finalement, tous les voyants sont au vert, on sauve la planète, on a des rendements, et finalement, pourquoi est-ce qu'on n'y va pas plus? Et donc, quand on creuse un peu, on se rend compte que tout n'est pas si clair que ça, qu'on ne comprend pas réellement dans quoi on investit, dans quoi on n'investit pas, s'il faut faire de l'exclusion ou pas, comment est-ce qu'on peut clarifier ça? Et déjà, est-ce que ISR égale forcément rendement similaire, ou il faut accepter que c'est une idée fausse? Non, a priori, en tout cas dans l'objectif et dans la promesse du label, il n'y a pas le fait qu'on va avoir moins de rendement du tout. Après, bon, il y a des fonds qui sont plus rentables que d'autres, que ce soit dans l'ISR ou dans pas ISR. Bien sûr. Donc après,
voilà, chacun fait son métier et cherche. Mais vous pouvez tout à fait faire de l'ISR et être rentable. Aujourd'hui, les investissements dans les énergies renouvelables, par exemple, c'est plutôt des investissements rentables. Voilà. Donc, le lien, il n'est pas dans le rendement ou pas rendement, ça après c'est le travail des financiers. Le sujet, c'est effectivement, est-ce que l'on souhaite que son épargne ou son investissement aille dans, et c'est là que la promesse doit être claire, pour le moment, avec le label ISR, on va dans des fonds qui ont exclu, parce que c'est ça, qui ont exclu de leur portefeuille les sociétés les moins bien notées en matière de RSE. C'est ça, donc ça passe forcément par l'exclusion pour le coup. Des mots clairs. On n'exclut pas une thématique, on n'exclut pas une activité, on exclut du périmètre et du fonds les entreprises qui sont les moins notées en RSE. Mais vous pouvez tout à fait faire de la RSE et, entre guillemets, faire du charbon. Ou, voilà. Donc, ça n'a pas de conséquences sur le choix de l'activité. D'accord. Ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est pas très bien compris. C'est pas forcément comme ça que c'est, entre guillemets, vendu aux épargnants, parce que peut-être que, justement, le vendeur lui-même n'est pas très au clair sur ce qui se passe. Oui, parce qu'on s'attend à financer l'économie de demain et pas l'économie d'hier qui se fait juste un peu plus de RSE. Quand même, oui, mais ça peut être aussi ça, l'économie de demain. C'est des entreprises qui se focalisent de plus en plus sur la RSE. En tout cas, il faut le savoir. On peut tout à fait réfléchir à faire des exclusions, c'est ce que fait Greenfield. Greenfield fait, le label Greenfield, lui, il fait des exclusions, notamment sur le charbon et sur les énergies fossiles. C'est des choix. Voilà. Ouais. Mais il faut que le choix soit clair et il faut surtout que celui qui investit comprenne ce qu'il y a derrière le label. Donc nous, on va regarder le label, on va le faire évoluer. On n'a pas d'a priori. On peut le rendre certainement plus exigeant sur son contenu. Aussi, beaucoup sur sa clarté, sur sa lisibilité. Et puis, comme je vous le dis, d'essayer de voir peut-être à avoir des propositions différentes sur une base assurée et forte de crédibilité de ce que l'on met dans le label ISR. Puis ensuite, peut-être à aller trouver des spécificités si les gens veulent des spécificités dans leur épargne. Et alors pour conclure, Michel Papalardo, est-ce que du coup, pour conserver sa crédibilité, le label ISR va moins labelliser à partir de maintenant ou c'est pas forcément... Ça c'est pas on n'a pas un objectif quantitatif. L'objectif quantitatif, c'est comme vous le disiez, c'est que tous les financements deviennent le plus possible ISR. Donc l'objectif, c'est pas dire on veut en faire moins. Non, l'objectif, c'est que les fonds qui sont labellisés soient plus exigeants, soient encore plus en faveur du développement durable et responsable et juste. Parce qu'il y a aussi la dimension sociale, il ne faut pas l'oublier. Faut pas l'oublier, c'est aussi important. Voilà, c'est ça notre objectif, c'est plutôt encore d'avoir plus de monde, mais dans un niveau d'exigence plus supérieur, qui continuera à évoluer dans le temps d'ailleurs, parce que je suis très optimiste et je suis sûr qu'on va arriver à avoir tous ces milliards là, dont M. Carnet a parlé hier. Il n'a pas parlé d'ISR, il a dit qu'il s'était engagé pour la neutralité carbone. Effectivement. Ça peut se faire tout à fait sans respecter par exemple les droits humains. Oui, bien sûr. C'est pas une bonne chose. Mais... Et puis pour l'instant, il annonce surtout des milliards et puis maintenant il renvoie la balle au gouvernement en disant maintenant merci de faire en sorte qu'on puisse les investir. Voilà. Merci beaucoup Michel Papalardo d'être venu nous présenter du coup les évolutions ou en tout cas les ambitions du label ISR. Je rappelle que vous êtes du coup la nouvelle présidente du comité du label ISR. Quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et c'est parti pour Enjeu Patrimoine. À présent, Enjeu Patrimoine, où nous allons nous pencher sur le prêt à taux zéro, également appelé PTZ, qui a été prolongé jusqu'à fin 2023 aux conditions d'accès actuelles. L'occasion de revenir sur ce dispositif en plateau et notamment sur ses conditions d'accès, alors qu'il vous reste encore quelques jours pour en bénéficier au titre de l'année 2021. Nous en parlons avec Arnaud Groussac, fondateur et président de Patrimoine Store. Bonjour Arnaud Groussac. Bienvenue sur ce plateau et nous en parlons également avec Sandrine Alonier, directrice des études de Vous Financer. Bonjour Sandrine Alonier. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau également. Alors le prêt à taux zéro, Sandrine Alonier, devait normalement s'arrêter à fin 2022 sous sa forme actuelle. Une évolution des modalités d'accès était également dans les tuyaux. Finalement, il reste inchangé et ce jusqu'à fin 2023. C'est une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui ? Oui, bien sûr, c'est vraiment une bonne nouvelle puisque en fait, les acheteurs ont besoin de visibilité. Donc ceux qui ont un projet immobilier, notamment les primo-accédants, ont en plus besoin de ce prêt à taux zéro. Alors on pourrait penser
penser qu'en période de taux record, de taux très bas, à moins de 1%, Oui, ils sont déjà presque à zéro. voilà, les taux. ça a moins de sens, mais en fait, pas du tout, parce que ça peut vraiment être un vrai coup de pouce pour certains emprunteurs. On va le détailler après, surtout en cette période de prix élevés. Dans les villes moyennes, on a vraiment une inflation avec des prix qui ont augmenté parfois de 25% sur 5 ans. Donc, on a besoin d'aider les primo-accédants. Et la vraie force de ce prêt à taux zéro, c'est le différé d'amortissement. Ça veut dire qu'on le rembourse au bout de plusieurs années. C'est ça vraiment qui peut resolvabiliser les jeunes. Alors effectivement, là, il y a plusieurs éléments dans ce que vous nous avez dit. Il y a le différé d'amortissement, il y a effectivement l'inflation des prix sur certaines villes. Juste avant, on va peut-être redéfinir un petit peu ce que c'est que le prêt à taux zéro. Déjà, il y a un montant maximal, il y a des conditions d'accès particulières. C'est pour qui, c'est quoi et c'est pour qui le prêt à taux zéro? Alors donc c'est un prêt dont on peut bénéficier, qui est soutenu par l'État. Les intérêts sont pris en charge par l'État. Donc c'est un prêt à 0% qui est délivré par la plupart des banques. On peut y avoir accès si on est primo-accédant. Donc si on achète pour la première fois ou si on n'a pas été propriétaire depuis plus de 2 ans. D'accord. Ça, c'est un peu la norme. Et ensuite, le montant de ce prêt à taux zéro dépend de l'endroit où on achète, mais également du nombre de personnes de la famille et des revenus. Donc c'est quand même sous condition de revenus. Bien sûr. Oui. Et on peut avoir à 0% entre 20 et 40% du montant emprunté. C'est-à-dire que pour un prêt de 200 000 euros, on peut avoir jusqu'à 80 000 euros de prêt à taux zéro. Il va venir compléter un autre prêt pour venir acheter sa résidence principale, mais en fait sur la globalité du montant emprunté, on va avoir un taux proposé par une banque et le reste à taux zéro. Mais là, en fait, c'est pas l'État qui prête, c'est la banque qui prête, mais c'est l'État qui rembourse les intérêts. C'est ça, tout à fait. Arnaud Groussac, chez Patrimoine Store, vous voyez beaucoup de gens utiliser ce dispositif du prêt à taux zéro? Alors oui, on en a beaucoup parce que nous principalement on fait de la zone tendue, donc c'est vraiment la zone de prédilection pour le PTZ, la zone A et B1 au niveau des zones sur le... Alors zone A par exemple, c'est quand on achète du neuf, c'est-à-dire quand Exactement. on fait de l'ancien, on ne peut pas bénéficier d'un le prêt à taux zéro sur les zones tendues A et B1, c'est uniquement pour le neuf. Si vous êtes en zone B2 et C, là vous avez droit d'un du réhabilité, à condition que vous ayez 25% de travaux et que vous fassiez augmenter la performance énergétique de votre logement. Maintenant, il faut effectivement, les passoires énergétiques, ça vaut pour tout. Exactement. Voilà. Mais principalement, nous, ce qu'ils utilisent, c'est sur de la zone tendue, Paris, première couronne parisienne, deuxième couronne parisienne. Et en fait, ce qui est important aussi de resituer, c'est que les gens qui en bénéficient ne sont pas forcément les gens qui ont les meilleurs taux bancaires. Quand ils arrivent à la banque, aujourd'hui, si vous êtes un primo-accédant, que vous êtes dans les plafonds de revenus, j'ai un cas en tête qu'on a fait récemment, il était en 34 000 euros de revenus, donc il rentrait pour la zone A, c'est pas quelqu'un qui va avoir du 0,9 sur 25 ans. D'accord. C'est pas quelqu'un qui a un prêt proche de 0% de base. Très clairement non, c'est quelqu'un qui va avoir aux alentours de 1,30, 1,50 aujourd'hui en termes de taux. Donc lui, sur un investissement à long terme, ça a un impact extrêmement intéressant. Ça lui permet peut-être d'acheter quelques mètres carrés de plus. Et suite au Covid, les quelques mètres carrés de plus sont importants, notamment un petit balcon par exemple ou autre. Donc ça déjà c'est important pour les primo-accédants. Et ensuite dans l'organisation, le différé leur permet aussi, et c'est un peu plus technique, mais comme ils peuvent aller jusqu'à 15 ans de différé, ça leur permet tout de suite de taper dans le capital restendu de leur banque parce que souvent les banques vont les monter en lissant le prêt. C'est-à-dire une mensualité qui va aller pendant les 15 premières années et ensuite la banque va baisser pour que le prêt à taux zéro puisse passer. Donc ce qui fait qu'on rembourse plus vite le prêt bancaire avec intérêt. Si je comprends bien, ça veut dire que j'ai deux prêts. Je reprends l'exemple de 200 000 euros. Mettons, ça veut dire que je peux aller jusqu'à 80 000 euros financés par mon prêt à taux zéro. Je vais d'abord financer, si je suis bon en calcul mental, mes 120 000 euros prêtés à, mettons, 1%. Donc ça, je vais rembourser ça en premier. Et quand j'ai fini de rembourser mon prêt bancaire classique, je vais seulement commencer à rembourser mon prêt à taux zéro. C'est ce que vous voyez dans les constructions? Entre 5 et 15 ans, en fonction là aussi des revenus. D'accord. Donc pour les hauts revenus, c'est plutôt au bout de 5 ans, mais ça peut aller jusqu'à 15 ans. C'est-à-dire qu'on a même des primo-accédants qui revendent le bien. Il y aura un moment de mais il y a même des primo-accédants qui remboursent, qui revendent leurs biens pour acheter plus grand avant même d'avoir remboursé le prêt à taux zéro. D'accord. Et du coup, ça a vraiment un impact et sur le coût total du crédit, puisqu'on a quand même cette ligne qui en effet va être à 0%, donc sans intérêt. On a un amortissement du capital plus rapide et on a également finalement un taux d'endettement qui va être plus faible, puisqu'avec le lissage de la mensualité, on va pouvoir avoir aussi une mensualité plus faible. Donc ça a vraiment cet effet resolvabilisateur pour les jeunes et les primo-accédants qui est vraiment pas négligeable. Donc si je résume, j'ai une partie de mon prêt à 1%, une partie de mon prêt à 0%. Donc évidemment, si je cumule les deux, ça me fait en fait des mensualités qui sont moins élevées
en moyenne, donc ça me fait un prêt qui est moins cher. En plus de ça, je peux commencer à le rembourser entre 5 et 15 ans après le début de mon acquisition. Donc ça fait que je peux en fait faire des montages un peu différents. Et en plus de ça, comme je ne rembourse pas la somme totale dès le début, mais d'abord une première partie de la somme, ensuite une deuxième partie de la somme, ça a un impact aussi sur les normes HCSF et donc sur le niveau d'endettement finalement que je peux supporter en tant qu'acheteur. Voilà, tout à fait. Grâce à cause du lissage, en fait. Comme sur les premières années, on ne va pas rembourser le prêt à taux zéro, mais il faut quand même que la mensualité soit la même, notamment pour s'assurer que l'emprunteur pourra rembourser sur toutes les années du prêt. Et du coup, ça permet de faire baisser en fait la mensualité, le fait qu'il y ait ce différé, et donc finalement d'avoir un taux d'endettement moins impacté aussi. Arnaud Groussac, Sandrine Alonier, dans sa réponse tout à l'heure, nous a parlé de l'inflation dans certaines villes. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on aborde souvent dans cette émission. C'est l'exode rural. Alors, il y a ceux qui nous disent que c'est un mythe, d'autres qui nous disent que c'est une réalité. En tout cas, on voit les prix dans certaines villes de province monter. On peut parler de Reims, on peut parler de Brest, Bordeaux, on en parlait déjà avant. Est-ce que là, du coup, le prêt à taux zéro peut faciliter l'accès je ne sais pas moi, à des centres-villes de Brest, de Reims ou autres? Oui, alors principalement, le message qu'il faut faire passer aujourd'hui, c'est l'information. Il ne faut vraiment pas hésiter à demander les aides auxquelles vous avez droit. Parce qu'il n'y a pas que le prêt à taux zéro, il est cumulable avec d'autres aides. Et vous pouvez avoir aujourd'hui, dans des grandes villes, des zones où vous êtes éligible à la TVA 5,5, vous êtes éligible donc, au prêt à taux zéro. Et tout ça fait que ça vous permet, ou à des prix maîtrisés aussi, si vous êtes hors zone de TVA 5,5, tout ça vous permet certainement d'avoir un logement qui va être bien mieux placé. J'ai un exemple en tête à Bordeaux, là il y a un promoteur qui vient de sortir un programme à prix maîtrisé fixé par la mairie. Alors c'est Bruges juste à côté de Bordeaux, mais il ne fallait pas que ça dépasse 4 000 € du mètre. Donc là on est toujours dans le neuf. On est toujours dans le neuf, puisque c'est le sujet du PTZ aujourd'hui, mais ça permet quand même d'être à peu près 1 000 à 1 200 € moins cher qu'un prix habituel standard sur du neuf aujourd'hui hors parking. Donc ça a vraiment un impact important. Donc si vous faites ce prix-là plus un prêt à taux zéro, ça va vous permettre, si vous ne pouvez pas avoir plus grand, au moins de passer le cap et d'être propriétaire. Et aujourd'hui, c'est vrai que le prêt à taux zéro avait encore, il y a 2 ans, voulu être remis en cause, etc., pour son coût, 750 à 1,3 milliard suivant les années. Mais c'est important de le laisser parce que ça permet vraiment à des gens d'accéder au logement. Les villes aujourd'hui sont dans des situations assez ubuesques où il y a une telle pénurie de logements neufs que vous retrouvez dans certaines villes. Avec la demande est toujours là pour le coup. La demande est toujours là et vous avez le prix de l'ancien qui est en train d'être au même niveau que le neuf. Ça s'est jamais vu. Ça s'est jamais vu. Donc aujourd'hui, dans l'ancien, vous avez des frais de notaire beaucoup plus importants. Vous n'avez pas de prêt à taux zéro sur les zones tendues. Donc qu'est-ce qui reste pour se loger? Il reste que le logement neuf et donc le PTZ, les TVA 5,5 ou les prix maîtrisés. Et c'est un enjeu extrêmement important. Mais vous avez raison, il y a aussi d'autres aides qui existent. Il y a des villes qui veulent encore attirer des primo-accédants dans leur ville. Donc il y a par exemple à Marseille, je crois que c'était le chèque premier logement. Oui. Il y a Toulouse, il y a Nantes, il y a plusieurs villes comme ça qui vont donner un coup de pouce. Et d'autres villes aussi qui ont des dispositifs calés sur le prêt à taux zéro. Quand on a le droit au prêt à taux zéro, c'est-à-dire qu'on rentre dans des conditions de ressources, on peut avoir le droit à d'autres types de prêts aidés de la ville ou même du département. Oui. Et il y a également des banques qui font également des prêts à taux zéro, des enveloppes. Par exemple, pour 100 000 € empruntés à 1%, vous avez le droit à une enveloppe de 15 000 € empruntée à 0%. Donc il y a aussi tous ces coups de pouce. C'est du taux zéro, mais proposé par la banque directement. Voilà. Et du coup, on peut cumuler le prêt à taux zéro du gouvernement, celui de la banque et une ligne aussi du de la ville. Quand je vous écoute, là, effectivement, on était parti sur le prêt à taux zéro, mais finalement, on peut aujourd'hui accéder en primo-accession à un bien sans avoir d'aide en France. C'est encore possible ou le marché est tellement tendu et les prix sont tellement hauts que ça devient compliqué? On peut, mais c'est toute la problématique aussi dans l'analyse du prêt à taux zéro. Il a été dit que 9 acheteurs sur 10 auraient quand même acheté. Mais aujourd'hui, c'est faux. Ça, c'était en 2017-2018. L'acheteur aujourd'hui qui va... c'est un peu le grand classique qui est mis en face du prêt à taux zéro pour l'arrêter, va acheter sa maison individuelle. Mais aujourd'hui, dans les zones tendues, est-ce que vous savez combien coûte un terrain? Enfin, juste le terrain pour mettre une maison de 80 mètres carrés dessus. L'acheteur qui va acheter ça sera de toute façon au-dessus des plafonds de ressources obligatoires du prêt à taux zéro, donc il n'y aura pas accès. Donc aujourd'hui, oui, vous pouvez acheter sans aide, mais ces aides-là sont extrêmement importantes pour tous les revenus modestes et qui sont des gens qui se lèvent tous les matins et qui vont bosser et qui justement font des choix aussi et qui arbitrent leur budget, de se dire, et ça c'est important, de se dire, je fais le choix avec mon immobilier de me mettre à 35% d'endettement et après je prends le tram, je prends mon vélo et j'ai pas de voiture. Et c'est un vrai choix de vie. Et ça en fait souvent c'est oublié, mais les banques acceptent ça quand même de mettre au plafond.
mais c'est souvent des vrais faut choix prendre de en vie. considération effectivement la vie au quotidien une fois qu'on a acheté sa résidence principale. Surtout que ça a vraiment du sens parce que là, nous, on est un peu déformé par notre prisme parisien, mais il y a beaucoup de villes encore en région où les loyers finalement, où devenir propriétaire équivaut à un loyer. Et ça existe encore. Et du coup, grâce justement au prêt à taux zéro ou aux aides, ça permet vraiment de mettre le pied à l'étrier, de faire son premier achat. Et finalement, on va avoir ce qu'on appelle, nous, un saut de charge qui ne va pas être énorme. Avant, on avait un loyer de 700, 800 euros. Est-ce que ça a du sens de mettre 800 euros tous les mois dans un loyer, alors qu'on peut mettre 850, 900 euros par mois dans la mensualité d'un crédit, où on va amortir quand même 700 euros de capital, c'est-à-dire 700 euros qui seront quand même mis de côté. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas se laisser déformer par le prisme parisien. En devenant propriétaire, on peut avoir une mensualité proche de celle d'un loyer, et notamment grâce au prêt à taux zéro. Bien sûr. Alors après, effectivement, on voit des villes de province augmenter. C'est pas pour autant que les prix à Paris baissent. Donc on se demande où est-ce qu'il faut acheter quand on veut acheter en fonction de ses moyens. Je regardais quand même le prêt à taux zéro. C'est moins. Il y a 28%, je crois, de prêt à taux zéro de moins octroyés en 2020 qu'en 2019. C'est quoi ça? C'est l'effet pandémie ou c'est Il y a eu déjà une baisse des ventes dans le neuf. Or, le neuf, c'est quand même 80% des prêts à taux zéro. Donc voilà, il y a eu ce sujet-là. Il y a eu un peu la moindre attractivité à cause des taux bas. Il y a eu aussi la revue du dispositif qui était moins intéressant dans certaines zones. Donc c'est un peu le cumul de tout ça. Là, sur 2021, il ne faut pas oublier qu'on a un niveau de transactions record. Mais dans l'ancien, on devrait dépasser 1,2 million de transactions. En revanche, dans le neuf, on est toujours à moins 25% par rapport à 2019. Je crois. Donc finalement, on ne va pas retrouver les niveaux de 2019 en termes de PTZ. Et c'est vrai que tant que le neuf est un peu à la peine, le prêt à taux zéro sera un peu moins octroyé. Mais du coup, ça coûte aussi moins cher un peu au gouvernement. Donc, il y a une raison de plus pour justement ne pas l'arrêter. Donc ça veut dire, Arnaud Groussac, si j'ai bien compris, c'est que si le PTZ est moins utilisé, c'est pas parce que les gens en ont moins besoin, c'est juste que les conditions d'accès sur le neuf font que il y a moins d'offres. Le manque d'offres sur le neuf fait qu'il y a un report vers l'ancien sans aide ou rester locataire, et c'est principalement ça. Aujourd'hui, la vraie problématique, c'est comment on arrive à redensifier cette offre. La demande est là. Les accédants, que ce soit les primo-accédants, les accédants aussi, parce que vous n'avez pas que des primo-accédants dans des résidences. Vous avez des beaux apparts avec terrasse, mais ça, il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui sur le marché. Et vous avez aussi les investisseurs. Donc comment on fait pour relancer et apporter un vrai bol d'air à ce marché qui en a besoin? Parce que la demande est là, et surtout avec les nouvelles normes énergétiques, les acquéreurs, qu'ils soient primo-accédants ou investisseurs, sont très sensibilisés à ça. L'arrivée de la nouvelle norme plaît, malgré la hausse de coûts qu'elle va entraîner. Mais nous, on le voit sur les premières études, les gens ont envie de faire cet effort-là parce qu'ils savent qu'en le faisant, c'est un effort pérenne et durable dans le temps, donc ça s'inscrit parfaitement dans la durée d'un prêt à taux zéro ou d'un prêt d'un primo-accédant. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Arnaud Groussac, fondateur et président de Patrimoine Store. Merci Sandrine Alonier, directrice des études de Vous Financer. Merci de nous avoir expliqué de manière aussi claire les enjeux un petit peu autour du prêt à taux zéro. Sandrine Alonier, peut-être juste on va rappeler, il reste quelques jours actuellement pour en bénéficier sur l'année 2021 parce que les temps de traitement de dossiers sont tellement longs que les banques arrêtent un petit peu avant finalement la fin de l'année. Oui, c'est surtout que le calcul du montant du prêt à taux zéro se fait sur le revenu fiscal de l'année N-2, donc c'est-à-dire que là c'est sur l'année 2019, et c'est vrai que si l'offre de prêt est signée vraiment début 2022, du coup il faudra tout recalculer, mais sur les revenus de 2020, c'est pour ça qu'il y a un petit laps de temps de 1 mois et demi où on ne peut plus déposer de dossier de prêt à taux zéro, donc c'est maintenant et jusqu'au 20 novembre, et sinon il faudra attendre janvier 2022. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine où on décryptera ligne par ligne la loi de finances pour 2022. Enfin, en tout cas, sur tout ce qui vous concerne en tant qu'épargnant. À demain.